Bonsoir, merci beaucoup de cette introduction et surtout de cette invitation. Puisque vous m'y avez invité et parce que je crois que c'est aujourd'hui dans tous les esprits, il me paraît opportun de peut-être commencer par une analogie entre la catastrophe écologique qui nous traverse, qui peut-être d'ailleurs nous enterrera aussi, et la situation sanitaire Covid-19 qui nous occupe et nous préoccupe au quotidien. Parce que la question est éminemment architecturale, c'est le cas de le dire, mais parce qu'ici les échelles de temps sont fondamentalement différentes et appellent donc, je crois, à une mise en perspective salutaire. D'abord, analogie. D'une part, parce que certains, assez nombreux, étonnamment, aujourd'hui encore, s'interrogent sur la réalité de la crise du coronavirus. On est à 1 million de morts et on se demande si c'est bien réel. C'est une sorte de phénomène de fictionnalisation collective qui est assez intéressant, je crois, du point de vue sociologique. Du côté écologique, de la même manière, pourrait-on dire, on voit encore, mais cette fois y compris dans des milieux prétendument éduqués ou informés, chez ceux qu'on nomme d'ailleurs parfois improprement les élites, un certain déni, ou au moins une forme de croyance magique, mais je dirais la poésie en moins, suivant laquelle tout cela va s'arranger, sans que nous ayons besoin de changer quoi que ce soit de fondamental. Alors, c'est assez incroyable de le penser aujourd'hui parce que c'est avant tout auto-contradictoire vis-à-vis des schèmes de rationalité de ceux-là même qui s'installent dans ce négationnisme, mais qui par ailleurs fondent une grande partie de leur appréhension, pour ne pas dire de leur exploitation du réel, sur ces mêmes estimateurs scientifiques qui aujourd'hui mettent en lumière de façon incontestable la catastrophe. Deuxième analogie, c'est peut-être le refus radical de toute pensée du commun. Finalement, le refus, pour le dire de façon un peu triviale, du moindre effort. Cette posture arrogante, typique de celui ou de celle qui croit que tout lui est dû. Alors on le voit du côté Covid, par exemple, chez les anti-masques, qui pensent lutter contre Big Pharma, disent-ils, alors même qu'il s'agirait, la mise du masque, j'entends, d'un geste tout à fait élémentaire pour ne précisément pas avoir besoin de recourir aux médicaments coûteux et complexes. Et surtout, il semble revendiquer une sorte de sacro-sainte liberté, quitte à tuer. C'est très exemplaire du pire de la pensée néolibérale. En fait, ils se croient un peu subversifs, un peu révolutionnaires, alors qu'ils sont très exactement l'archétype du réactionnaire, intellectuellement embrigadé par toutes les bassesses de ce temps. Du côté de la crise écologique, on le voit bien là aussi, parce que l'idée de renoncer à son 4x4 en centre-ville ou à ses vacances en San Francisco quand on en a les moyens est pour certains impensable. Quitte, là encore, à attenter à la vie et à l'avenir. Finalement, ce qui se joue, c'est la question sur laquelle nous reviendrons de la liberté d'un point de vue extraordinairement étroit qu'il va falloir recontextualiser. Et enfin, dernière analogie, je dirais cette sorte d'indécence, pour ne pas dire d'obscénité, du monde occidental qui découvre la douleur exclusivement quand il y est confronté. Du côté du Covid, parce que cela nous apparaît, il faut le reconnaître, comme une catastrophe souvent isolée, sans précédent, littéralement extraordinaire, alors même qu'évidemment, intégrée sur quelques années, ou au pire quelques décennies, cette crise n'arrivera vraisemblablement pas à la cheville de celles engendrées par la tuberculose, par le paludisme, par la famine ou par la pollution. D'un seul coup, l'Occident redécouvre une peur dont, hélas, une très grande partie de l'humanité n'avait bien évidemment pas fait le deuil. Et du côté de la crise écologique, même chose. Les effets dévastateurs sont déjà à l'œuvre, mais il faut qu'il fasse chaud l'été pour que nous les intégrions dans nos corps. La capacité projective est essentiellement nulle et confine, pourrait-on dire, à un niveau sidérant de cécité.
Mais malgré cette analogie, il y a une différence, pourrait-on dire, phénoménale. C'est que Covid-19 est une crise située. Je veux dire temporellement située. Alors qu'en revanche, le désastre écologique relève à un phénomène relativement exceptionnel, y compris sur des échelles de temps géologiques, y compris sur des échelles de temps cosmologiques. Elle n'est pas, la crise écologique, relativisable. À l'échelle temporelle de la planète, et je vous rappelle, je prends pour quelques secondes ma casquette d'astrophysicien, qu'elle n'est pas très différente de celle de l'univers, à un peu plus d'un facteur de près, ça n'est vraisemblablement jamais arrivé dans des conditions comparables. Bon. Alors, de quoi parle-t-on exactement? Peut-être faut-il commencer en quelque sorte par un rapide constat de l'état du monde, et je vous le confesse d'entrée de jeu, ça ne va pas être un très bon moment que nous allons passer dans les minutes qui viennent. Regardons d'abord du côté des animaux. J'entends des animaux non humains, puisque stricto sensu, mais nous avons tendance à l'oublier, nous sommes également des animaux. Il n'est pas besoin de projection. Il faut le rappeler parce que les négateurs ont tendance à croire qu'une sorte de miracle est encore possible. D'abord, rappelons que les miracles, c'est assez rare, mais ensuite, ce n'est littéralement pas envisageable parce que le pire, en un certain sens, a déjà eu lieu. Nous avons perdu 60% des vertébrés sauvages en quelques décennies. Nous avons vraisemblablement perdu plus encore d'insectes en un temps plus bref. 400 millions d'oiseaux ont disparu des cieux d'Europe, vraisemblablement un peu plus d'1 milliard aux États-Unis, là encore sur les mêmes échelles de temps. Et notons bien que ceci n'est pas dû au réchauffement climatique. C'est notre manière d'envahir l'espace qui est, à ce stade, le premier coupable de la 6e extinction massive qui est en réalité, appelons les choses par leur nom, une extermination délibérée. Et c'est pourquoi d'ailleurs l'enjeu premier n'est pas de diminuer à tout prix les émissions de CO2. Il faut le faire, bien sûr, ça ne fait aucun doute. Mais ce n'est pas ça l'enjeu premier, c'est de réinventer notre relation à l'espace et à la vie. Parce que si on se contente de diminuer le CO2 sans rien changer, soyez certains que la catastrophe ne sera pas endiguée. Il ne reste plus sur Terre qu'environ 20% de terre qui ne soit pas drastiquement impactée, c'est-à-dire détruite, par les humains. En France, on perd 1 à 3 départements d'espaces vierges par décennie. 1 million d'espèces sont menacées à relativement court terme, et les humains, qui ne représentent que 0,01% des vivants, sont vraisemblablement responsables de près de 90% des morts. C'est une situation écocidaire, ce que j'appellerais une zoéose. Ça, c'est ce qui concerne les animaux. Regardons du côté des végétaux. Chaque année, on déboise environ 80 000 km² de forêt. Ces forêts primaires, c'est-à-dire les forêts vierges au sens usuel du terme, vont s'éteindre dans les 10 prochaines années du Paraguay, du Laos et de la Guinée équatoriale. La Terre semble ne plus comporter que 40 à 45% des arbres qui existaient à l'ère pré-agricole. La situation est donc tout aussi contrariante, pour ne pas dire affolante. Et enfin, du côté maintenant du climat, peut-être plus généralement d'ailleurs, des grands équilibres systémiques, pourrait-on dire. Il s'avère que les prédictions sont presque systématiquement en dessous des phénomènes réels. Les dernières études donnent des chiffres qui sont à peine croyables et qui sont littéralement affolants. Un gros nombre des points dits de non-retour ont d'ores et déjà été atteints. Le pergélisol fond considérablement plus vite que ce qui avait été prévu. La calotte groenlandaise semble être définitivement perdue, c'est une étude qui a quelques semaines. Les incendies dévastateurs se multiplient dans un effet de rétroaction positive, c'est-à-dire qu'ils contribuent au réchauffement qui lui-même contribue à l'emballement des incendies. Certains spécialistes parlent d'une ère littéralement de pyrolyse. Et il faut bien comprendre qu'en plus de la tendance globale de l'augmentation de température, ce sont l'augmentation des fluctuations autour de cette valeur globale qui s'avérera létale pour les êtres vivants. Alors,
La pollution n'est pas en reste sur cette question, puisqu'on estime qu'elle tue environ 800 000 personnes par an en Europe, ce qui est là encore un chiffre absolument incroyable quand on mesure, dirais-je, la différence de traitement médiatique et symbolique entre cette catastrophe extrême et ce qui est parfois accordé à des faits divers, aussi bien évidemment tragiques et condamnables soit-il de façon tout à fait évidente. Ce n'est pas la question, mais il faudrait aussi hiérarchiser un peu nos indignations et nos priorités si l'enjeu est véritablement de tenter de sauvegarder la vie et plus encore une vie digne et raisonnable. 44 pays sont aujourd'hui en situation de stress hydrique, fort ou extrême. 40% de la production alimentaire mondiale est dans le même temps gaspillée. Et nous maintenons aujourd'hui encore le cap vers une alimentation extrêmement carnée dans les pays riches, qui est une hérésie sanitaire. Vous savez qu'elle n'est pas sans lien avec la crise du Covid-19, une hérésie éthique, quel que soit le prisme sous lequel on le regarde, c'est indéfendable, une hérésie climatique, puisqu'elle est extraordinairement émettrice de gaz à effet de serre, et une hérésie sociale, puisqu'elle est particulièrement égoïste du point de vue du partage des ressources alimentaires. L'espérance de vie est d'ores et déjà en baisse dans un certain nombre de pays riches. La recrudescence des famines et des migrations massives sera mécaniquement engendrée par ces phénomènes de désertification, engendrant, là encore, de façon mécanique, une instabilité géostratégique inévitable. Ce n'est pas être un gourou apocalyptique que de le mentionner, c'est simplement faire preuve de l'analyse factuelle la plus élémentaire. Autrement dit, la situation est plus que préoccupante, quelle que soit l'échelle et quelle que soit la préoccupation qui nous anime lorsque l'on tente d'y faire face. Alors, tentons d'analyser rapidement, bien qu'il faudrait évidemment un temps considérable pour ce faire, les causes de cet état du monde particulièrement pitoyable. Alors d'abord, la première grande cause que j'observe, c'est l'incompréhension de ce qui est en train d'advenir. D'abord, par exemple, je viens de le noter, mais c'est une incompréhension qu'on trouve même parfois chez les militants écologistes, même parfois chez les gens compétents, c'est de croire que le problème est purement climatique. Ce n'est pas vrai. Si vous rasez la forêt amazonienne avec des bulldozers qui marchent au solaire, vous n'émettez pas de CO2, vous avez quand même détruit la forêt, vous avez quand même détruit la vie. Il faut bien comprendre que quand bien même nous disposerions aujourd'hui d'une source d'énergie propre, la manière dont nous utilisons cette énergie est littéralement incompatible avec un avenir commun des différentes formes vivantes sur cette planète. Ça, c'est un point fondamental. La deuxième incompréhension majeure, c'est celle qui est liée à notre mauvaise manière de poser les questions. Je vous donne quelques exemples de questions récurrentes et inadaptées. Par exemple, est-ce qu'il est trop tard? Cette question n'a aucun sens. Trop tard pourquoi? Si on ne finit pas la phrase, on ne peut pas répondre à cette question. Est-ce qu'il est trop tard? Oui, déjà, la moitié des êtres vivants, vraisemblablement peuplant cette planète, sont morts dans les 40 dernières années. Donc c'est trop tard, ils sont morts, ils ne vont pas revivre, c'est fini, c'est fait. Mais non, il n'est pas trop tard pour que l'humanité survive, il n'est pas trop tard pour que ce qui demeure puisse être en partie sauvé, il faut finir cette question. Deuxième mauvaise question, est-ce qu'on va s'en sortir? Qui est on? On est l'humanité, on est la vie, on est l'humain occidental riche. Cette question n'a aucun sens tant qu'on n'a pas spécifié le niveau de commun qui fait sens pour nous. Troisième mauvaise question, est-ce que c'est réversible? Écoutez, je vais vous apprendre une évidence. Les morts ne peuvent pas revivre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc c'est irréversible par essence. Et quand bien même on se focaliserait sur des questions techniques, par exemple le taux de CO2 dans l'atmosphère, c'est là aussi irréversible aux échelles de temps qui sont signifiantes pour l'humanité. Quatrième et dernière mauvaise question, le problème n'est-il pas essentiellement démographique? Bon, écoutez, un rapport d'Oxfam nous a rappelé il y a quelques semaines que les 1% les plus riches émettent 2 fois plus de CO2 que les 50% les plus pauvres. Alors, laisser entendre, quand on habite en France, en Belgique ou aux États-Unis, que c'est la démographie galopante à Kinshasa qui est responsable du problème, c'est
au mieux stupide, au pire obscène. Cette incompréhension, on la voit aussi à travers l'incompétence des élites, qui sont totalement déconnectés du réel factuel. Ils vivent dans un monde artefactuel, qui peut être intéressant, peut être attirant, peut être excitant, mais le monde réel, qui n'est pas régi par les lois de la finance, qui est régi par les lois de la physique, ne leur est pas accessible. On le voit bien aujourd'hui avec ce qui se passe avec la 5e génération de téléphonie mobile. C'est une situation ubuesque. Le coût de cette 5G est monstrueux, puisqu'on sait mécaniquement, on le voit déjà d'ailleurs, que la consommation va être vraisemblablement multipliée par 3 ou 4. Parce qu'évidemment, il ne faut pas raisonner à usage constant, il faut être sérieux, c'est-à-dire raisonner à usage réel. C'est bien du réel, n'est-ce pas, que nous parlons. Bon. Puisque l'on parle du réel, on sait que la consommation va être multipliée par 3 ou 4, on sait qu'on va construire environ 1 milliard de nouveaux terminaux mobiles pour satisfaire à ce réseau dont le temps de latence est amoindri et dont le débit est augmenté. C'est un coût exorbitant dans une situation où la rationalité la plus élémentaire devrait consister à précisément baisser nos consommations énergétiques, nos émissions de CO2 et notre consommation de nouveaux objets matériels qui sont extraordinairement coûteux. N'oubliez pas que pour faire un téléphone, il faut des dizaines de kilos de matières premières, parfois rares, parfois dispendieuses, parfois extraites du sous-sol par de valeureux petits-enfants africains qui n'ont pas très exactement une vie enviable. Bon. Donc le coût de la 5G est incontestablement, c'est rationnel, factuel, exorbitant. Si cette technologie permettait de sauver la vie sur Terre, peut-être faudrait-il effectivement s'engager dans une dépense aussi faramineuse. Mais il se trouve que le gain est nul. Le gain est nul. Du point de vue de l'utilisateur final, ça va permettre de jouer à Fortnite en haute définition depuis les toilettes du lycée. Je caricature à peine, hein, parce qu'on ne trouve pas de bons exemples d'application. Et du point de vue industriel, on pense à quoi? Essentiellement à la voiture autonome. Génial! Il faudrait justement se passer de voiture, précisément dans les zones où la voiture peut être autonome. Donc en fait, on va s'assurer que la 5G permette d'amplifier la catastrophe écologique du point de vue des industries qui ne sont pas numériques. Bon, c'est une hérésie, et pour être honnête, tout le monde le sait. Mais les autorités ne souhaitent même pas que le débat ait lieu. Et je pense qu'elles ont raison. Le débat ne devrait pas avoir lieu, mais pas avec la conclusion qu'elles souhaitent, c'est-à-dire le maintien de cette folie qui n'a aucune justification rationnelle, mais qui a des conséquences drastiques sur les écosystèmes. Bon, un autre problème très clair, hein, c'est le décalage entre les temps caractéristiques des mandats électoraux et les temps caractéristiques des actions écologiques. Si vous faites quelque chose d'utile à la planète, vous n'en verrez pas le bénéfice à l'échelle de temps qui vous permet d'être réélu. Il faut donc aussi penser en profondeur nos schèmes démocratiques. On ne peut plus continuer en oubliant qu'il y a un différentiel formidable entre les temps caractéristiques de la crise qui nous intéresse et les temps caractéristiques de ce qui constitue le cœur de métier des hommes et des femmes politiques. La deuxième cause majeure, c'est bien sûr la puissance des forces de réaction. Je ne vais pas en parler, parce qu'on le sait, les lobbies sont puissants, on le sait, les lobbies sont méchants. Voilà, pardonnez-moi ce jugement moral fort peu à propos, mais enfin généralement relativement proche de la réalité, même si on trouvera bien évidemment des exceptions. On s'est rendu compte, hein, depuis le phénomène Greta Thunberg, qu'il n'y a pas de limite. Voilà. Même une jeune femme brillante, compétente, irréprochable scientifiquement, tentant de défendre l'avenir de sa génération, ne trouvera pas grâce aux yeux des négateurs de la catastrophe. On sait maintenant que tous les coups seront permis pour ne surtout pas faire face au réel. Donc il faut prendre acte de ce rapport de force qui est évidemment en la défaveur de la vie, mais qui, je dirais, se diffracte maintenant à toutes les strates de la société. Troisièmement, j'identifie comme cause de cet état catastrophique du réel ce que j'appellerais le recours à la pensée magique. Mais la beauté en moins. Voilà, la beauté en moins, parce que la magie, c'est beau aussi. Hein. Il y a une forme de mystique qui est très respectable. Là, hélas, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'une pensée magique du pauvre intellectuellement, c'est-à-dire la pensée magique d'une croyance éperdue au Père Noël, si vous voulez.
Croire en Dieu, c'est autre chose. Croire en Dieu, c'est fort. Croire au Père Noël, c'est mignon quand on a 5 ans, c'est stupide quand on a 50 ans. Et c'est ça le problème aujourd'hui. C'est que nos dirigeants croient au Père Noël alors même qu'ils sont mandatés pour s'extraire de ce type de fantasme. Par exemple, croire qu'une croissance infinie est possible dans un monde fini. On l'a entendu 1000 fois cette phrase. Grâce à un certain nombre de militants, nous savons, et de lanceurs d'alerte, tout le monde sait aujourd'hui que ce n'est pas possible. Mais rien ne change. Et littéralement, vous entendez encore quotidiennement à la radio une voix triste quand il s'agit d'annoncer une perte de quelques points de croissance. Parce que le journaliste, au fond de lui, voudrait quand même que nous accélérions vers le mur. C'est incroyable, c'est littéralement incroyable. Imaginez quelqu'un qui annoncerait un attentat avec une voix enjouée, réjouie, avec un fou rire. Il serait renvoyé vraisemblablement de son poste de journaliste. Eh bien aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe. Quand nous annonçons la croissance avec le sourire, nous annonçons un acte de terrorisme global avec un ressenti qui est pour le moins inapproprié. Parce qu'une croissance continue, exponentielle, c'est ce qu'on appelle en physique une instabilité. Une instabilité, c'est ce qui signe le crash prochain du système qui se trouve y être soumis. Pour rester sur cette question de la croissance, croire qu'une croissance infinie est énergétiquement possible, indépendamment de ses effets dévastateurs sur la vie, c'est là aussi une faute logique. Tout simplement parce que nous n'avons pas des stocks d'hydrocarbures infinis et parce qu'aujourd'hui, ce qui drive la croissance, ce sont les fossiles. Nous sommes vraisemblablement autour du peak oil. Nous allons avoir de moins en moins d'énergie à disposition. Alors on pourrait se dire, magnifique, c'est une bonne nouvelle pour la crise écologique. Mais ça, c'est doublement faux. Parce que la manière dont on traite aujourd'hui cet état de fait, en suçant le pétrole jusqu'à la dernière goutte, fait que l'assèchement arrivera bien trop tard du point de vue écologique, avec vraisemblablement 5, 6, 7 degrés de réchauffement si on ne fait rien, et arrivera bien trop tôt au niveau social parce que nous n'aurons pas prévu et anticipé la décroissance qui de toute façon aura lieu. Je vous invite à lire par exemple les cours de Bruno Latour. Bruno Latour est un excellent intellectuel, mais en l'occurrence, je pensais plutôt à Jean-Marc Jancovici. Parce que je viens de recevoir en même temps un email d'une intervention que je fais demain avec Bruno Latour, donc excusez-moi pour cette interférence. Bon, autre pensée magique, croire que l'on peut décorréler la croissance du PIB et l'empreinte écologique. Toutes les données factuelles prouvent que c'est faux. Écoutez, on ne peut pas parier l'avenir du monde sur une idée loufoque qui est démentie par la factualité. Autre pensée magique, croire au solutionnisme technologique. Mais c'est tout de même extraordinaire. La technologie est une partie du problème, pas la solution. Alors, bien sûr, je vous parle en ce moment en utilisant un ordinateur. La technologie ne doit pas être jetée intégralement. Nous ne souhaitons pas revenir à l'âge de pierre. Personne ne le souhaite. Mais l'envolée technologique décorrélée de toute finalité fait partie du problème et non pas de la solution. Notre obsession doit être de baisser la production. C'est ça l'enjeu. C'est même pas la croissance le problème. Parce que si vous parlez des 2 points de croissance hors phénomène Covid, vous oubliez les 100 points précédents, qui sont la production elle-même. Pas baisser la croissance qu'il faut, c'est baisser la production. C'est trivialement simple, si vous voulez. Les lois de la physique sont ce qu'elles sont. Voilà. On ne peut pas transiger avec le réel. Or, la fuite technologique est aujourd'hui une des causes majeures de l'envolée de la production. Donc, soyons un peu sérieux. Autre pensée magique, je l'ai dit tout à l'heure, réduire la population. Bon, c'est très étrange de penser ça. Outre le fait que cette idée est quand même assez fortement néocolonialiste, hein, parce que c'est une façon de dire c'est à l'Afrique de régler le problème, ce qui est pour le moins douteux, c'est une solution qui est rationnellement incompatible avec ce qu'on voit, puisque manifestement, nous occupons tout l'espace disponible. Donc quand bien même nous serions moins nombreux, je vous assure que les gens ne vont pas se mettre à habiter dans des studios. Si les grands appartements sont vacants, les grands appartements seront utilisés. C'est une image, hein, je ne parle pas ici que de la manière d'habiter sa maison. Autre pensée magique, croire que les renouvelables, les énergies renouvelables, j'entends, vont résoudre le problème. C'est faux.
C'est faux parce que, qu'on le veuille ou non, si on passait aux renouvelables, par exemple en France ou en Belgique, il faudrait multiplier par 4 la puissance installée. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est parfois d'ailleurs un argument qui est donné par les anti-écologistes, mais il se trouve que tous les autres pratiquement sont faux, celui-là est vrai. Donc les éoliennes ne sont pas à jeter, comme la haute technologie. Elles peuvent, dans certaines situations, apporter quelque chose d'intéressant. Mais passer en 100% renouvelable, ça signifierait augmenter considérablement la taille du réseau. C'est comme ça. Il faut regarder un peu les faits. Pensée magique extrêmement grave. Croire que l'éthique individuelle est le cœur de la solution. Croire aux petits gestes comme, comme une forme de salut, pourrait-on dire. C'est faux parce que le problème est fondamentalement systémique. Et il ne peut y avoir par conséquent de solution que systémique. Il est logiquement faux, et pourrait-on dire praxéologiquement nul, de croire que pour remédier à cet état du monde, pour sauver le système, pourrait-on dire, il suffit de jouer des latitudes qui sont offertes en son sein. Non, c'est pas vrai ça. Quand vous êtes en train de jouer à un jeu auquel vous ne pouvez pas gagner, la question n'est pas de trouver le bon coup. La question est de changer les règles du jeu. Ça, il faut absolument, je crois, s'en convaincre. Autre pensée magique, croire que la hausse de l'efficacité énergétique va compenser la hausse d'usage. Mathématiquement, ça serait possible, ça, hein, de se dire on va avoir 2 fois plus de voitures, mais elles consomment 4 fois moins, donc au total, on y gagne. Mathématiquement, ça pourrait s'envisager. Sauf que nous avons beaucoup de recul sur la société industrielle, et nous savons que ça n'a jamais été vrai. La 5G, à usage constant, consomme 3 à 4 fois moins que la 4G. Et pourtant, dans le vrai monde, elle consomme 3 à 4 fois plus, parce que l'effet rebond, bien connu, hein, d'augmentation des usages, est toujours plus important que le petit gain énergétique. Ou même d'ailleurs que le gros gain énergétique. Il est temps d'être un peu sérieux et de regarder le vrai monde, d'extrapoler à partir de ce que nous savons, et non plus de croire en un Père Noël qui est manifestement devenu un Père Fouettard, qui nous rappelle chaque année, chaque mois, chaque jour, le caractère drastique de l'effondrement auquel nous sommes d'ores et déjà confrontés. Je ne le dis pas, n'est-ce pas, soyons bien clairs, hein, au sens d'une sorte de collapsologie angoissée. Je parle de ce qui a eu lieu. Voilà. Nous avons tué plus de la moitié des mammifères sauvages, des insectes et des arbres. C'est fait. Donc le nier aujourd'hui, ce n'est pas croire au miracle, c'est être fou et ne pas accepter la factualité du réel. Bon, beaucoup d'autres problèmes que je n'ai pas le temps de développer ce soir. La twitterisation de la pensée, je crois, joue également un rôle catastrophique, parce que la twitterisation de la pensée, c'est l'annihilation de la pensée. Cette bataille de clash permanente qui ne permet pas de développer les arguments, qui ne permet plus de comprendre un problème un tant soit peu complexe. Donc il faut trouver un chemin critique entre tout avaler, parce que parfois la presse se trompe, et il est donc légitime de demeurer critique, mais d'autre part, croire que chacun peut intégralement appréhender une situation qui convoque un très grand nombre de savoirs. Ça, c'est pas possible. Donc il faut aussi faire confiance. C'est très important la confiance, pas à n'importe qui, pas n'importe quand, mais il faut faire confiance à ceux qui ont quand même une certaine expertise sur les sujets que nous évoquons. D'autres causes que je survole, hein, ce refus de voir qu'il n'y a absolument aucune corrélation entre les mots et les actes. Vous savez, beaucoup de gens ont l'impression qu'on parle tellement de la crise écologique qu'on est en train de la traiter. Ça, c'est littéralement inexact. Le lien entre les déclarations fracassantes lors des COP et les émissions de CO2 est nul. Nul. Les émissions de CO2 augmentent exactement comme si nous n'en avions encore jamais parlé, exactement comme si nous n'étions pas au courant du problème. Donc ne croyez pas que c'est parce que nous avons des chefs d'État qui déclarent la main sur le cœur que c'est leur priorité que quelque chose se passe. C'est littéralement faux. La croyance, par exemple, dans le fait qu'une énergie en supplante une autre.
Ça aussi, c'est très grave, parce qu'en pratique, les énergies s'empilent, elles ne se remplacent pas. Donc c'est super si on a du photovoltaïque. Sauf que, outre les problèmes de puissance installée que j'évoquais tout à l'heure, dans les faits, on se rend compte que le photovoltaïque vient s'ajouter aux autres sources d'énergie et non pas les remplacer. Parce que quand vous achetez un panneau solaire, on ne vous interdit pas de continuer à utiliser l'électricité de la même manière. Et donc, concrètement, la plupart du temps, en tous les cas en moyenne, vous le faites. Que ça nous paraisse étrange ou non, c'est le fait qui est aujourd'hui connu par les experts. L'hydrogène, par exemple. Je donne cet exemple parce que c'est entré dans le débat public. Le niveau de mensonge est hallucinant, vous voyez. On nous fait croire, y compris parfois des gens sérieux, des gens qui ont des responsabilités, que c'est enfin la source d'énergie propre dont nous avions besoin. C'est extraordinaire. Pardonnez-moi d'être physicien à nouveau quelques secondes. Figurez-vous que le dihydrogène, celui qui nous intéresse, n'existe pas sur Terre sous la bonne forme. Donc il faut le fabriquer. Et même si vous n'êtes pas physicien, vous avez compris que pour le fabriquer, il nous faudra un peu plus d'énergie que celui que nous récupérerons ensuite dans nos voitures, qui effectivement, n'émettront pas de CO2. Nous avons simplement délocalisé la pollution. C'est quand même incroyable de réussir à faire croire que c'est une énergie propre. Aujourd'hui, à l'échelle mondiale, l'énergie électrique est très essentiellement liée aux hydrocarbures, donc la voiture à hydrogène est une voiture à CO2. C'est aussi simple que cela. Bon, je crois qu'il faut aussi être fin du côté de ceux qui sont conscients du problème. Donc je parle de mon camp, si on peut dire. Et ce que je reproche à mon camp, parce qu'il n'est pas lui non plus exempt de défauts, et il faut voir, je crois, avec acuité les faiblesses de ses propres alliés, et les faiblesses des gens sensibilisés à la cause écologique, c'est de croire en un adversaire unique. Le plus souvent, l'adversaire désigné est le capitalisme. Je crois que c'est une erreur. Non pas parce que le capitalisme ne poserait aucun problème, c'est faux. Je crois que le capitalisme pose un problème, parce qu'il comporte en lui-même son propre principe d'illimitation, qui est donc incompatible avec un avenir durable et serein. C'est dit. Je ne suis pas ici le défenseur du capitalisme. En revanche, je crois que c'est bien plus grave que ça. Je crois que le problème est encore plus vaste. Je crois, pour le dire autrement, que le capitalisme n'est pas la cause, c'est une conséquence de quelque chose de beaucoup plus profond encore, qui est, pourrait-on dire, notre désir de prédation, pour le résumer d'une phrase, qui s'instancie dans le capitalisme, mais pas seulement dans le capitalisme. Les Mayas n'étaient pas capitalistes, et ils ont dévasté leur environnement. Les empereurs romains n'étaient pas capitalistes, et ils ont dévasté leur environnement, et ne furent pas très tendres avec les peuples conquis. Encore que ça puisse se discuter dans le cas des Romains. Donc, les rois de France n'étaient pas capitalistes. Et franchement, en termes de justice sociale, on a vu mieux. Donc, il faut être un peu fin et comprendre que le problème est absolument immense. Voilà. S'il fallait identifier une cause majeure, cardinale, dont je crois qu'elle n'existe pas, mais s'il fallait le faire en tant qu'exercice intellectuel, je dirais que c'est, à mon sens, la non-conscience qui est la nôtre de la contingence de nos constructions. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Je veux dire le fait que nous avons confondu tout ce truc-là que nous avons construit autour de nous, tout cet appareil politico-économique, et nous croyons que c'est une donnée du réel. Que ça, on ne peut rien y changer. C'est exactement l'inverse. Ça, c'est ce à quoi on peut tout changer. En revanche, la température qu'il fera sur Terre dans 50 ans, ça, on ne pourra pas le changer. Et ça sera beaucoup plus grave. Donc, je le redis, le plus grave, la faute originelle en quelque sorte, je crois, c'est le refus de voir la contingence de nos constructions. C'est le refus d'affronter ce que j'appellerais peut-être un peu ridiculement une axio-agapélogie. Voilà, c'est-à-dire une manière de hiérarchiser, d'enchevêtrer notre chaîne ontologique en incluant à la fois l'axiologie et l'amour, au sens large, c'est-à-dire ce qui quand même confère un peu de sens à tout ce flux de devenir. Alors,
on pourrait parler des solutions. On va parler très rapidement des solutions. Je tente de finir à 20h, si ça vous convient, donc je me donne encore un gros quart d'heure. Voilà. Alors, les solutions, je ne vais pas parler des petits gestes. Hein. Les solutions, c'est pas de mettre son carton dans la poubelle verte. Je ne sais pas si elle est verte en Belgique, elle est verte en France. Il faut le faire, hein, bien sûr. C'est complètement nul de ne pas le faire. Mais ce n'est pas le cœur du problème. Ce qu'il faut, avant tout, c'est oser tout interroger. Or, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on n'interroge rien. Aucune question fondamentale n'est sur la table. Aucune question importante n'est sur la table, ni en Belgique, ni en France, ni en Suisse, ni en Italie, ni aux États-Unis. Aucune vraie question n'est débattue. Nos dirigeants, tous nos dirigeants, sont aujourd'hui des gestionnaires. Ils sont dans l'ajustement de micro-variables pour que surtout le train continue de la même manière. Même la crise Covid-19 n'a mis littéralement aucune question fondamentale sur la table. Tant qu'on ne discute pas des vrais problèmes, on ne risque pas de les résoudre. C'est aussi simple que ça. Et aucun chef d'État de pays riche n'a mis sur la table les vrais problèmes, c'est-à-dire ce que je viens d'évoquer, et les vraies solutions, la seule vraie solution, c'est-à-dire diminuer la production, diminuer le colonialisme de l'espace et revoir les valeurs. Les valeurs, c'est très important, les valeurs. C'est-à-dire de comprendre qu'aujourd'hui, l'homme ou la femme qui a réussi sa vie n'est pas celle qui roule en voiture de sport. Ça, c'est un délinquant. Forcément très grave, hein. Je ne dis pas qu'il faut mettre en prison. J'ai moi-même eu une voiture de ce genre dans le passé. C'est pas une question de punition, là. C'est une question de valeur, d'image, d'axiologie, symbolique, de sémiotique. Donc la question est politique. Il faut absolument, que ce soit au sens de politikos, de politeia, de politiquet, que l'on remette tout sur la table. Ça ne veut pas dire que tout doit être abandonné. Il y a des choses très bien dans les démocraties, ou dites démocraties occidentales. Mais tout doit être aujourd'hui repassé au prisme de la déconstruction et de l'analyse. La question est évidemment économique. Mais économique, c'est beaucoup plus vaste que se dire qu'on va taxer un peu plus ceci ou cela. D'ailleurs, les taxes, c'est très efficace, mais c'est très injuste, hein, parce que ça veut dire que ceux qui ont les moyens de les payer ne vont pas s'en soucier. Ce qui est important, c'est pas ça, c'est de voir, là encore, à quel point nous sommes dans le virtuel. La dette, ça n'existe pas. D'un claquement de doigts, vous l'annulez. Alors que la déforestation, ça existe. Et vous ne pouvez pas, d'un claquement de doigts, reforester. Donc il faut absolument, aujourd'hui, ne pas faire comme si les contingences matérielles n'étaient pas importantes. Une grande partie des humains de cette planète meurent de faim. On a un enfant qui meurt de faim toutes les 5 secondes. Donc bien sûr que les conditions matérielles d'existence sont importantes. Mais il ne faut pas non plus faire comme si la réussite, l'accumulation matérielle était le seul but en soi de l'existence. Voilà le chemin critique compliqué. Dévaloriser le matériel au-delà d'un certain seuil, ça devient ridicule, l'accumulation, grotesque, voire délinquant, voire terroriste. Mais en revanche, c'est tout à fait essentiel quand on n'a pas atteint le seuil de la vie digne. Voilà pourquoi on ne peut pas être, je crois, caricatural sur ces questions. Bon, je l'ai déjà dit, je n'y reviens pas, la question symbolique est extraordinairement fondamentale. Quand on voit des délinquants comme Elon Musk aujourd'hui proposer des solutions absolument délirantes et aggraver la situation, il faut comprendre que tout ce délire techno, comment pourrait-on l'appeler, techno-terroriste, en fait, relève quand même de quelque chose qui ne peut plus être regardé de façon neutre. C'est-à-dire qu'une chose ne peut pas être décorrélée de ses conséquences. Voilà. Alors la question est scientifique, mais j'insiste avant tout sur le fait qu'elle n'est pas que scientifique. Je ne suis pas d'accord avec mes collègues qui disent mettez des scientifiques au pouvoir et tout ira bien. C'est pas vrai, hein, c'est pas vrai, parce que c'est une question de choix et de désir. Il n'y a rien de faux à se suicider. Scientifiquement, c'est possible. Donc, ça n'a pas de sens de dire que le problème est scientifique. Aujourd'hui, les gens qui ne veulent rien changer ne sont pas anti-science. Ce sont des gros connards. C'est complètement autre chose. Ce sont des gens qui sont prêts à sacrifier leurs enfants pour avoir le droit de continuer à faire leurs conneries. C'est pas anti-science, ça. C'est méchant.
c'est stupide, c'est bête, c'est grave. Et c'est pas du tout anti-science. Donc, faut faire attention. Les solutions peuvent être en partie scientifiques, mais pas seulement. Et l'analyse n'est certainement pas essentiellement scientifique. Bien sûr, la science peut aider. Elle aide pour nous faire comprendre que les problèmes sont réels, que les incendies s'emballent, que les conditions d'habitabilité de la planète sont factuellement menacées et que c'est fondamentalement l'information la plus importante de ce millénaire. Elle nous aide à comprendre que comme il n'y a pas d'épuration chimique du CO2, ce que nous faisons aujourd'hui aura des empreintes encore pendant des siècles. Elle nous permet de comprendre que les temps d'amortissement de ce qui se passe sont extraordinairement élevés. Donc la science joue un rôle. J'aime la science, c'est mon métier. Mais il ne faut surtout pas réduire le problème à une question scientifique. Il y a une dimension poétique. Poétique, ça ne veut pas dire s'asseoir au bord de l'eau et regarder les roses défiler sur la rivière. C'est très agréable de faire ça, mais ce n'est pas ça, poétique. Poétique, ça veut dire rigoureux. La poésie, avant tout, c'est la précision. Ça veut dire comprendre exactement l'architecture du système dont nous héritons et s'autoriser à la déconstruire à chaque vers. C'est ça qui est important dans le poétique. C'est un rapport réenchanté à l'altérité. Il y a une question axiologique, comme je le mentionnais précédemment, qui est fondamentale. Parce que, regardez les dictatures, par exemple. Ça fonctionne très bien. À l'échelle de l'histoire, on a eu beaucoup plus de régimes stables qui étaient dictatoriaux que démocratiques. Et pourtant, on n'aime pas les dictatures. Donc, ce n'est pas un problème de science, c'est un problème de valeur. Donc, il faut absolument qu'on se demande aujourd'hui ce qui nous importe. C'est aussi simple que cela. Ce qui nous importe. Est-ce que l'on préfère sauver Instagram en hyper haut débit avec des vidéos haute résolution accessibles depuis le siège arrière de sa voiture ou le chant des oiseaux? C'est une question de valeur. Bien, il va falloir aussi aborder l'aspect méthodologique. Par exemple, qu'on arrête de faire semblant de croire que la liberté ou la non-violence sont des grandeurs, des valeurs, des désirs bien définis. On est tous dans cet amphithéâtre où vous vous trouvez, dans mon laboratoire où je suis. On est tous pour la liberté et la non-violence. Sauf que le problème n'est pas d'être pour la liberté et la non-violence. C'est comment réagit-on lorsqu'il y a des régimes qui sont mutuellement, des régimes de signes, j'entends, des régimes d'action, j'entends, des régimes de pensée, qui sont mutuellement exclusifs. Nous sommes pour la liberté, très bien. Mais quand la liberté de prendre 10 fois l'avion transatlantique par an, qui est une liberté qui existe aujourd'hui, fait que la liberté de vivre des enfants à naître va être obérée, comment choisit-on entre ces deux libertés? C'est ça la question. C'est pas d'être pour la liberté, exactement comme la violence. On est tous pour la non-violence. Mais il se trouve que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est ultra violent, puisque nous avons dévasté la vie comme jamais ceci n'a eu lieu. Alors, je veux bien qu'on s'indigne des actions d'extinction-rébellion qui parfois empêchent de consommer dans un centre commercial pendant 1 heure, mais alors parlons sérieusement de la violence. C'est pas ça, la violence. La violence de notre temps, vraiment, croyez-moi, ce n'est pas ça. Et puis, bien sûr, il y a la question philosophique, autrement dit, le dépassement de la vieille binarité métaphysique de ces couples, nature, culture, humain, animal, etc., qui ont été extrêmement intéressants du point de vue historiologique, mais qui confinent aussi aujourd'hui à l'embrigadement dans une vision qui n'est plus tenable et dont la déconstruction est absolument nécessaire. Ça n'est pas peut-être de Nietzsche, de Foucault, de Derrida, de Deleuze et de quelque chose. Alors, je voudrais conclure dans les 5-10 minutes qui me restent en revenant à la question initiale, c'est-à-dire au lien que m'avaient demandé ceux qui ont eu la gentillesse de m'inviter avec la pandémie Covid-19. Et je dirais que pour revenir à cette question d'une manière peut-être un peu plus philosophique, moi je crois qu'aujourd'hui, la leçon qu'on peut tirer de Covid-19, mais en lien avec la crise écologique, c'est que le monde est mort. Et que cette mort du monde est une bonne nouvelle. Comme beaucoup de lanceurs d'alerte, j'ai été raillé, moqué, au titre d'être devenu un gourou apocalyptique. Bon.
Autrement dit, j'aurais annoncé la fin du monde. Eh bien, je vais faire plaisir à mes détracteurs. J'annonce effectivement la fin du monde, mais en un sens un peu plus subtil et un peu plus fin que celui qu'ils veulent bien nous conférer. Tout le monde aujourd'hui rivalise d'ingéniosité chez les analystes, les journalistes, les intellectuels pour tenter de dessiner ce que sera le monde de demain. J'entends le monde après Covid-19. Bon. Soyons clairs, moi je crois que demain, il n'y aura pas de monde. Le monde est mort. Bien sûr, quelque chose demeurera. Et évidemment, les étoiles et les planètes seront toujours là. Les montagnes et les insectes seront toujours là, même si c'est en plus petite proportion pour ces derniers. Les forêts et les humains, dans quelques années, dans quelques décennies, seront sans aucun doute toujours là. Non, il s'agit d'autre chose. Quand je parle de mort du monde, c'est au sens, par exemple, où l'a théorisé mon ami, le philosophe Jean-Luc Nancy. Autrement dit, le concept de mundus en latin ou de cosmos en grec, qui réfère à l'existence, pourrait-on dire, d'un commun transcendantal, c'est-à-dire d'un ordre et d'un sens partagé. Voilà ce qui aujourd'hui me semble perdu. Alors pourquoi le monde mourrait-il maintenant? Parce qu'après tout, les guerres, les génocides, les pandémies, les catastrophes naturelles sont légion dans l'histoire. En un sens naïf, nous vivons dans un monde mondialisé, pourrait-on dire de façon tautologique, et par conséquent, notre univers semble plus partagé qu'il ne l'a jamais été. Mais justement, je crois que c'est cette universalité illusoire qui contribue aujourd'hui à l'effondrement cosmique, au sens littéralement philosophique de ces mots, qui est en cours. Parce qu'en subsumant la dissémination des sens et des directions possibles sous quelques maîtres concepts à vocation globalisante, la société contemporaine a inventé une armature aussi grandiose que fragile. Fragile, parce que tout anicroche peut alors faire choir l'entièreté de l'édifice, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Parce qu'il ne valait, cet édifice contemporain, que par une union, factice ou à tout le moins superficielle. Je dirais que la mise en œuvre effective d'une unité économico-symbolique généralisée a servi aux intérêts d'une minorité, a rendu le monde friable. Il a perdu sa plasticité. Et c'est en ce sens que Covid-19 joue le rôle de déclencheur de la fin du monde. Non pas par son ampleur intrinsèque, qui, pour terrible qu'elle soit, n'égale vraisemblablement, comme je le disais tout à l'heure, d'aucune manière, quand on l'intègre, les effets dévastateurs des autres grands maux de ce temps. Mais en ceci que cette pandémie constitue, par l'irruption brutale d'une faille immense au sein même d'une citadelle qui se croyait imprenable, celle d'un Occident tout-puissant et infiniment ramifié, elle constitue, disais-je donc, le souffle qui effondre l'instable de l'édifice. Il ne fait aucun doute, n'est-ce pas, que la société, au sens large, existera toujours au lendemain de l'épidémie. Mais le monde, lui, sera décédé. Quoi que soit l'avenir, ses modalités politiques ou économiques, ses dispositions sociales ou relationnelles, il sera, me semble-t-il, hors du monde. Il se dessinera sur les ruines d'un monde mort, il ne pourra se déployer que sur les cendres d'un cosmos oxy par l'excès. Vivre hors du monde, voilà ce qui serait pour moi le véritable projet. Une sorte d'élan jaculatoire, comme ça. Vous savez, on a parlé des ZAD, les zones à défendre. J'inventerais les AMAD, les absences de monde à défendre. Et je crois que cette question est finalement assez jubilatoire, puisque ce grand commun fantasmé n'existe plus. On le voit bien, n'est-ce pas, dans la violence avec laquelle la société occidentale, c'est pas la seule d'ailleurs, mais je suis occidental, je parle de l'Occident, traite toute forme d'ailleurs, toute altérité interne, toute étrangeté en son sein. Et donc, peut-on construire, peut-on vivre hors de toute forme mondaine? Parce que mon projet n'est pas suicidaire. Hors du monde ne signifie pas hors la vie, et moins encore d'ailleurs, hors du réel ou du devenir. Je crois qu'il s'agit plutôt de penser la possibilité d'une existence qui serait désassujettie du cadre cosmique en tant que tel,
Et ça a un sens. Pourquoi? Parce que existere, existere, c'est son origine étymologique. C'est ce que ça veut dire en latin. Sortir de. Et oui, mais si le monde est globalisant, on ne peut sortir de rien. Peut-être d'ailleurs, finalement, ne peut-on exister qu'hors du monde. Si donc le réel, d'après la crise, n'est plus un monde, quel serait le nom ou la forme de cette matrice sur laquelle l'exister ou le s'exister pourrait se déployer et donc, comme on vient de le dire, s'extirper de lui-même? Loin des rêves de grand soir, qui sont charmants mais naïfs, loin du fantasme d'une épiphanie de conscience lucide, qui manifestement n'advient pas, il s'agit d'une créolisation du réel, ou de ce qui en tient lieu, qui me semble ouvrir en réalité des possibles insoupçonnés. D'abord, parce que la perte du monde impose, oblige, si vous voulez, une réélaboration axiologique majeure. Et c'est ce dont nous avons besoin. Le monde contemporain avait tenté, suivant l'expression fameuse de Max Weber, de se penser neutre, en feignant comme ça une sorte de scientificité pure qui transcendait les clivages moraux ou esthétiques. Il avait donné à croire ou à craindre un désengagement axiologique viable. Ça, c'est faux. Et c'est ce que la chute du monde nous demande de comprendre. Il s'agissait d'un leurre d'objectivation. Ensuite, et deuxièmement, parce que le désenclavement des attentes et des desseins rend pensable l'émergence de ce que j'avais appelé une révolution fractale, c'est-à-dire à toutes les échelles, qui impose une refondation de ce que j'appellerais l'être à l'ordre, ou l'être au désordre, parce que chaos en grec, c'est aussi la faille, la vacuité, et donc ce qui permet l'émergence de cosmos. Et troisièmement, parce que la déliquescence d'un commun arbitraire et décrété, fondé par exemple sur la nation, sur la classe sociale, sur l'origine ethnique, toutes ces choses, finalement, en se délitant, pour le meilleur, pourraient permettre l'émergence de solidarités rhizomatiques qui étaient jusqu'alors difficilement pensables dans le cadre d'une architectonique figée. Donc cette hypothèse de mort du monde n'est pas nihiliste. Si elle s'avérait exacte, je crois qu'elle autoriserait au contraire un réagencement du réel sans précédent, dont la pandémie n'est que le déclencheur artificiel. Je conclus. Penser hors du monde, créer hors du monde, en état de survol peut-être, comme le disait le philosophe Gilles Deleuze, c'est aussi se confronter au vertige d'une réappropriation radicale de l'altérité. Ni le même, ni l'inaccessible. L'autre pourrait devenir la source d'une expérience authentiquement et primitivement duale, au sens, par exemple, où le philosophe Alain Badiou définissait l'amour. Affranchi de la trame, demeure le lien. Mais celui-ci, alors, se passe de médiateur. Son immédiateté littérale est la chance d'une redistribution taxinomique, alors même que l'agencement catégoriel s'était de fait et à tort considéré comme indépassable dans les schèmes du vieux monde. Si il n'y a pas de monde d'après, alors il y a un magma de vitesse infinie, pour reprendre une autre image deleuzienne, qui ne jouerait plus seulement, comme chez lui, le rôle de réservoir de possibles, mais qui pourrait devenir le lieu d'une existence réenvisagée comme extraction permanente et néanmoins locale. Peut-être, je suis cosmologiste, voit-on ici se dessiner les linéaments d'une chaologie potentiellement salvatrice. Autrement dit, peut-être pourrait-on enfin nager dans les eaux du Styx et de l'Achéron en toute quiétude. Je vous remercie.